téléspectateurs, téléspectatrices de notre chaîne Gaoundé Chaste. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 28 janvier 2025. Si je prends cette opportunité pour m'adresser à vous en langue française, c'est parce que le message d'aujourd'hui concerne beaucoup plus nos frères, nos sœurs congolais. De quoi s'agit-il en fait? Comme vous avez tous suivi, la ville de Goma risque de chuter d'un moment à l'autre. On peut entendre que Goma est sous les mains et dans les mains de l'armée rwandaise, l'armée de Paul Kagame en fait, parce que ce n'est pas une armée, de la nation, c'est une armée d'une personne qui l'utilise en guise, tel qu'il l'entend. C'est une armée qui lui peut envoyer où il veut, sans attendre la permission ni de l'Assemblée nationale, ni du Sénat, ni du peuple, ni de qui que ce soit. Donc, c'est une armée personnelle. Pour moi, il est très difficile justement de prononcer ces mots. Parce que, en tant que natif rwandais, je devrais être fier de voir un pays qui fait tout son possible pour former une armée digne, armée nationale digne de son nom. Mais ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle nous avons pris justement des décisions de prendre ce combat et de le mener jusqu'à ce que le pays soit libéré, jusqu'à ce que la démocratie, la République et leurs valeurs soient respectées et mises en application. Alors, Paul Kagame a décidé de tuer le peuple congolais et spécialement les Gomatraciens. Les gens de Goma, ils savent, c'est eux qui souffrent en fait. C'est eux qui souffrent le plus. Même si de Kinshasa, on peut sentir la sympathie, on peut prononcer des discours. Mais de toute façon, les gens qui sont les premières victimes, c'est les gens de Goma et de la République démocratique du Congo, en sa partie de l'Est. Raison pour laquelle ils comprennent mieux ce qui leur arrive. Alors, hier, je me suis adressé au peuple rwandais en Kinyarwanda sur ma chaîne, justement comme je le fais habituellement. Et le message, justement, parlait de ce qu'on fait et de ce qu'on devrait faire. Ce qui est et ce qui devrait être. Alors, on a parlé des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a vu combien de résolutions ont été faites dernièrement et toujours qui retournent au même message. Nous exigeons que le Rwanda se retire, nous exigeons que le M23 cesse les attaques, et nous souhaitons, nous faisons ceci, nous faisons cela. Les mots qui n'ont pas d'impact, qui n'ont pas eu d'impact jusque-là. C'est comme si à chaque fois qu'on sortait cette résolution, on donnait encore beaucoup plus de morale ou de courage au M23 et au Rwanda en fait et à Kagame pour qu'ils récupèrent d'autres territoires, pour qu'ils élargissent sa zone de contrôle d'influence. Est-ce qu'on devrait continuer comme ça? Faire la même chose et dire les mêmes mots, sortir les mêmes résolutions en s'attendant à des résultats différents. Bien sûr, à moins qu'on soit fou,
croire que faire la même chose et attendre des résultats différents, ça, je vous laisse le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, il faut comprendre comment les choses se passent. Du moins, je ne vais pas dire que vous ne connaissez pas, vous savez peut-être, mais aussi peut-être que vous ne savez pas. Raison pour laquelle moi, je vous partage ce que je sais. C'est que le système des Nations Unies, surtout le Conseil de sécurité, a ses procédures et a son mode opératoire. Et son mode opératoire consiste en ce qu'on appelle, c'est un système qu'on appelle penholder. Penholder, c'est en anglais, penholder ça veut dire pen comme stylo, et puis holder comme la personne qui prend le stylo. C'est-à-dire une personne qui écrit en fait, qui rédige. En d'autres mots, si vous voulez faciliter, si vous voulez simplifier, vous pouvez dire que c'est le rédacteur. Qui rédige quoi? Qui rédige ses résolutions. Justement, demandez-vous, posez-vous la question. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Qui rédige, qui prépare le brouillon ou bien qui prépare la résolution qui va être débattue devant le Conseil de sécurité? Bien sûr qu'il y a quelqu'un. Mais c'est qui? C'est cette personne qu'on appelle penholder. C'est-à-dire la personne qui détient, qui a le stylo, le rédacteur. Et ce que vous devez savoir, c'est que à chaque conflit au monde, il y a un membre du Conseil de sécurité, un pays, membre du Conseil de sécurité, qui a ce rôle, qui joue ce rôle. En d'autres termes, on peut dire que c'est une sorte de parrain, de parrainage. C'est-à-dire un parrain, voilà, qui regarde, qui suit de près la situation dans une région, dans un pays. Et c'est cette personne, c'est ce pays qui va prendre l'initiative de rédiger la résolution qui va être débattue. Et la résolution qui doit contenir justement les mesures à être prises. C'est-à-dire, s'il s'agit de sanctions, ces sanctions doivent être rédigées dans cette résolution. Et peut-être que les résolutions que nous avons vues étaient rédigées justement dans le sens que personne ne voulait les sanctions. Pourrions-nous dire que le penholder dans cette situation est responsable des résolutions ambiguës, résolutions sans effet qu'on a vues? C'est possible. Je ne sais pas. Peut-être on va découvrir. Mais c'est qui le penholder alors dans la République démocratique du Congo, dans ce conflit? C'est ça la première question en fait. C'est qui le penholder? Sachant que la République démocratique du Congo a été victime des attaques répétitives depuis bientôt 40 ans. Et chaque fois, il y avait un penholder. Mais ce penholder n'a rien fait pour... Vous savez bien que la RDC était sur la liste des pays sanctionnés. Sous sanction, surtout embargo en armes. C'est-à-dire que la RDC ne pouvait pas acheter les armes. Chaque fois qu'il fallait acheter les armes, il fallait passer par des procédures, il fallait encore aller faire la liste, il fallait encore présenter la liste à une commission, je ne sais pas, et cette commission qui allait dire oui, ok, allez-y, acheter les armes. Alors, en matière de défense, ceux qui sont experts dans le domaine vont être d'accord avec moi. En matière de défense, il y a le minimum de secret qui doit être respecté. Alors, vous vous imaginez, vous achetez le matériel de défense, mais avant ça, il faut que le message passe par plusieurs entités différentes, avec plusieurs personnes
Et ces personnes, vous ne savez même pas qui est avec vous, qui est contre vous, qui va dévoiler l'information. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez acheter les armes, vous allez acheter le matériel militaire, mais que votre agresseur, votre adversaire, il est au courant de ce que vous avez acheté. C'est dans ce cas que nous avons vu le Rwanda agrandir son arsenal, acheter les armes sophistiquées, parce que le Rwanda était au courant. Le Rwanda savait le genre d'armement que détenait la République démocratique du Congo. Même si le Rwanda est un pays pauvre et qui n'arrivait pas, bien sûr, même aujourd'hui ne peut pas s'acheter les armes, beaucoup d'armes en quantité et en qualité tel qu'il l'entend, mais quand même avec l'information, avec les renseignements qu'il détenait concernant l'armement de la République démocratique du Congo, le Rwanda pouvait se procurer des armes sophistiquées à un tel niveau que les gens puissent avoir peur ou bien commencer à dire voilà, c'est une armée très forte, vous savez ce qui s'est passé, vous savez comment ces gens avec leur armée numérique, comment ils font du bruit. Donc du coup, ce sont les gens qui vont sortir, qui vont faire du bruit, et vous allez croire qu'il s'agit de des millions de personnes. Ce sont les gens qui font du bruit et qui mentent l'empire du mensonge. Je suis fier que dernièrement les autorités congolaises ont adopté ce terme, le mensonge rwandais. Moi j'ai été le premier à utiliser ces termes sur ma chaîne Anti-Rwanda. Et ceux qui me connaissent, ils savent que moi, mon rôle ou bien mon objectif est de traiter les gens qui ont été atteints de ce poison. En Kinyarwanda, on parle de Kurogora. Donc moi, je traite, je fais le tout pour détoxiquer. Il y a des gens qui ont ingurgité ce poison. Et moi, j'essaie justement, par un exercice justement régulier, de montrer que ces gens-là sont possédés par le poison. Il y a le poison qui est entré dans leurs veines, qui coule dans leurs veines. Et c'est ce poison qui guide leurs actes, leurs pensées, leurs décisions. Voilà. Et c'est pour ça justement que les uns réagissent comme ils le font. Alors, du coup, le Rwanda, il avait l'information concernant l'armement de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, ce n'était pas le cas, il ne savait rien du Rwanda. Alors, le penholder de la République démocratique du Congo, c'est qui? C'est un pays qu'on appelle la France. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a que le Conseil de sécurité doit se réunir pour traiter la chose ou bien la question congolaise, c'est la France qui doit être là, qui doit rédiger la résolution qui va être élue, qui va être votée. Vous avez compris? Oui, c'est la France. Le Congo étant le premier pays francophone, ne bénéficie pas, ça c'est mon avis, ne bénéficie pas de la protection du grand pays francophone, de notre grand pays francophone, du parrain, qui est la France. Pourquoi je dis ça? Parce que même pour avoir la permission de pouvoir s'acheter les armes dont il a besoin, la République démocratique du Congo a dû forcer la main de la France. Comment ça s'est fait? Vous vous souvenez un tout petit peu d'ici, bon, enfin, il y a quelques années, quand le ministre d'aujourd'hui, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, était encore dans l'opposition.
Bien sûr, bon, je ne sais pas si on va dire qu'il est encore dans l'opposition alors qu'il est membre du gouvernement. Mais quand il était en opposition, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit des manifestations qui ont laissé des traces indélébiles. Les manifestations à Kinshasa, et ces manifestations justement se faisaient devant les ambassades des pays membres du Conseil de sécurité. La France, et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni justement, et puis les États-Unis. Voilà. Là, c'est-à-dire qu'en faisant cela, en faisant son mouvement, ce geste que moi j'ai apprécié, c'est-à-dire que Constant Moutamba, il a impliqué le peuple dans la prise de décision avec le peuple, ensemble avec le peuple. Constant Moutamba a dit, écoutez, nous le peuple, voici ce que nous voulons. C'est eux qui ont demandé que la France cesse de soutenir le Rwanda. Bien sûr que la France n'a pas cessé la collaboration avec le Rwanda. En fait, en passant, il faut justement rappeler ceci. La France collabore avec le Rwanda, en matière de renseignement, échange de renseignements. Ils ont signé un accord, ils ont signé des accords. Je crois qu'il y a 2 ans, il y a 1 an ou 2 ans comme ça, ils ont signé un accord. On a vu le chef de renseignement, le chef d'état-major à Paris, dans le temps c'était Bosco Kazura, il était à Paris pour signer des accords avec le chef d'état-major français. C'est l'accord de coopération, surtout en matière de renseignement. Et vous savez que dans l'armée, le renseignement est très très important. Et vous savez d'ailleurs que les experts militaires, ils se décrivent eux-mêmes comme des experts du renseignement. C'est-à-dire que le renseignement est une partie intégrante de l'art militaire. Alors, de notre côté, la France collabore ou bien coopère avec le Rwanda sur l'affaire du Mozambique. Sur l'affaire dans le territoire de Cabo Delgado. Vous savez que il y a un grand business. Il y a un grand business d'extraction du gaz et pétrole. Une entreprise du géant Total. Vous savez, le groupe Total Énergie. C'est un groupe de pétrole, un groupe pétrolier français. Et ce groupe pétrolier, il a fait des investissements dans le territoire de Cabo Delgado. Mais comme le peuple de Cabo Delgado disait non, on en a marre. On ne veut pas que nos ressources soient extraites sans que nous puissions en bénéficier. Par la manipulation, par la grande manipulation des Occidentaux en général, ces peuples seront qualifiés de terroristes. Ce peuple qui demandait leurs droits, il a été qualifié de terroriste. Et on a fait recours à l'armée de Paul Kagame pour aller sécuriser l'investissement du groupe Total Énergie. Groupe Total Énergie étant français et Kagame étant rwandais, mais qui veut collaborer, qui veut coopérer avec la France. Voilà le deuxième volet de collaboration entre le Rwanda et la France. De l'autre côté, vous savez que la France aussi collabore, coopère avec le Congo, la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, je disais justement que la RDC étant le premier pays francophone, et la France étant justement le parrain créateur justement
Nkrumah, créateur de la francophonie. Et là, normalement, la collaboration, la coopération est naturelle. Est naturelle. Ce que je ne vois pas justement, et ce qui devrait être logique, c'était la protection du parrain au filleul. C'est-à-dire de la France envers la RDC. Alors, la France coopère avec le Congo, avec la RDC, en donnant l'entraînement militaire, entraînement en matière de renseignement, en matière de tout quoi, les forces armées de la RDC. C'est une coopération qui est là. C'est-à-dire que d'un côté, le Congo, la RDC qui est en train d'entraîner leur armée, et il fait recours à l'armée française en matière d'entraînement, en matière de formation militaire et tout ça. De l'autre côté, la France coopère avec le Rwanda en matière de renseignement. Est-ce qu'il existe un mur, il existe un rempart entre les renseignements qui viennent de Kinshasa et les renseignements qui partent qui viennent de Kinshasa pour arriver à Paris et les renseignements qui partent de Paris vers Kigali? Ça, c'est une question que je me pose. Je vous la pose vous aussi. Allez-y, répondez-moi. Si la France a une coopération en matière de renseignement avec Kigali et la France est en train d'entraîner l'armée congolaise, l'armée de la RDC, parce qu'entraîner, ça veut dire détenir aussi des renseignements. Vous allez savoir combien ont été entraînés. Ils ont été entraînés, ils sont capables de quoi? Ils sont entraînés pour l'utilisation, usage de quelle arme? Ça, ce sont les renseignements très importants et qui peuvent être justement importants à l'ennemi. Et moi, justement, je me pose cette question. Existe-t-il un rempart entre les renseignements d'un côté, entre la RDC et la France, et les renseignements de l'autre côté, entre la France et le Rwanda? Où est ce rempart? Où se trouvent ces remparts? On aimerait bien le voir, le savoir. Voilà. Du coup, j'apprécie beaucoup la sortie de Madame Thérèse Kaikwamba. Cette dame digne de respect, une vraie lionne. Je crois que tout le monde devrait s'inspirer de cette dame. Cette dame a prononcé un discours inoubliable lors du Conseil de sécurité du dimanche 26 janvier 2025. Même si chaque fois qu'elle prononce un discours, elle ne parle pas en ambiguïté, mais cette fois-ci, moi je l'ai vu en train de rédiger la résolution qui devait être votée. C'est-à-dire que elle a exigé, elle a parlé des exigences de la République démocratique du Congo envers le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Il a dit, voici ce que nous exigeons. 1, 2, 3, 4, 5. Depuis le début, on disait, voilà les sanctions. Mais c'était en ambiguïté, c'était des sanctions. Des sanctions, ça veut dire quoi? Et en plus, on dit, les sanctions ciblées contre Kagame, les sanctions ciblées, pour ne pas pénaliser le peuple qui en souffre aussi. Parce que le peuple rwandais aussi souffre de ce conflit. Étant un peuple persécuté, un peuple opprimé, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de dire non à ce conflit initié et entrepris par Paul Kagame unilatéralement. Du coup, pour ne pas pénaliser le peuple rwandais, on parle de sanctions ciblées, c'est-à-dire on cible les gens qui sont responsables. On dit Paul Kagame, on dit James Kabarebe, on dit le chef d'état-major aujourd'hui,
le ministre de la Défense aujourd'hui, parce que sont eux, en fait, c'est ça la hiérarchie de l'armée. Alors, Madame Kaikwamba, elle a bien prononcé les sanctions que le Rwanda devrait subir. Notamment le retrait du Rwanda en tant que pays, qui participe ou qui contribue aux missions de maintien de la paix. Vous savez que le Rwanda est, je crois que si je ne me trompe pas, le Rwanda est le 4e pays contributeur aux missions de la paix. Le Rwanda a été au Soudan du Sud, au Mali, Centrafrique, maintenant au Cabo Delgado, Mozambique. Voilà. Alors, Thérèse Kaikwamba demande que le Rwanda soit retiré de la liste des pays contributeurs. Et là, c'est quelque chose. Moi, quand j'ai entendu ce qu'elle a dit, alors je me suis dit, voilà une dame qui a fini la rédaction de la résolution. Alors maintenant, ce qui reste, c'est quoi? Ce que la RDC demande, normalement, doit être, ou devrait être dans la résolution, dans le brouillon, dans la résolution, que la France doit présenter au Conseil de sécurité. Dans la résolution qui doit être votée. Par contre, ce n'est pas évident. Parce que comme on l'a vu dans le passé, ce n'est pas tout le temps que ce que la République démocratique du Congo voulait a été mis dans cette résolution, dans ces résolutions. Donc, dans mon émission d'hier, j'avais promis de parler justement au peuple congolais, d'exprimer mon avis. À mon avis, ce qui devrait être fait pour essayer d'encourager, pour éviter le terme de forcer la main, d'encourager la France, qui est le penholder, d'encourager la France à écrire noir sur blanc, sans ambiguïté, les sanctions que le Rwanda doit encourir. Il y a l'embargo en armes. Il y a l'embargo contre tous les minerais étiquetés from Rwanda. Parce que ce sont ces minerais-là qui alimentent la guerre. Ce sont ces minerais de sang qui pérennisent le conflit. Parce que c'est un conflit qui s'autofinance. C'est un conflit qui s'autofinance. Ils ont récupéré la mine d'Orubaya, ils extraient les minerais, et selon le dernier rapport des experts des Nations Unies, ils estiment que chaque mois, le Rwanda gagne au moins 100 000 euros, à partir de ces minerais. Ces minerais extraits de la mine d'Orubaya. 100 000 euros, c'est beaucoup. C'est 100 millions en francs rwandais. Mais est-ce que c'est 100 millions? Non. 100 000 multiplié par 1000. Et même 1000 et plus. Parce que le franc rwandais est en train de chuter ces derniers temps. Ça, c'est beaucoup d'argent. Et quand les experts estiment à 100 000, il faut au moins multiplier par 5. Parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas pu voir. Alors, qu'est-ce qui doit être fait en peu de mots? Peu de mots, il s'agit de forcer la main, d'encourager, évitons le terme forcer la main. En termes de coopération, en termes de l'amitié qui caractérise la République démocratique du Congo et les autres pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, l'amitié, entre guillemets. Évitons le terme forcer la main. Utilisons le terme encourager. Pour encourager ces nations
ces pays membres du Conseil de sécurité qui entretiennent de bonnes relations, entre guillemets, qui entretiennent de bonnes relations avec la RDC, afin de les encourager à soutenir une résolution. D'abord, en rédigeant une résolution avec les sanctions. 2, en votant cette résolution. Voici ce que, à mon avis, ce qui devrait être fait, à mon avis. 1. Nous avons un exemple. Constant Moutamba a organisé les manifestations pour parler aux ambassadeurs à Kinshasa. Alors, peut-être qu'il a été trop fort, mais pourquoi pas si ça a donné des résultats. En fait, pour que la RDC soit capable de s'acheter les armes aujourd'hui, c'est parce que Constant Moutamba et les autres, bien sûr, je ne vais pas dire qu'il a fait seul, parce qu'il était avec le peuple congolais. Ils se sont mobilisés devant les ambassades à Kinshasa et ils ont dit, écoutez, ils ont dit à la France clairement, si vous n'intervenez pas, si vous n'arrêtez pas votre collaboration avec le Rwanda qui nous agresse, nous, on sort de la francophonie, on claque la porte. Ça c'était 1. 2, Constant Moutamba, on le voit devant l'ambassadeur, lui disant, écoutez, vous ne me faites pas peur, mais moi je porte le message du peuple congolais pour dire que aujourd'hui, il faut que votre collaboration avec notre adversaire cesse. Et ça, le lendemain, c'est le lendemain que la France a rédigé la résolution pour donner la permission à la RDC de s'acheter les armes dont elle a besoin. Aujourd'hui même, il faut faire la même chose. Mais il faut étendre l'action. C'est-à-dire, on va se mobiliser devant l'ambassade de France. On se mobilise. On dit aux Français, écoutez, chers amis, nous apprécions notre collaboration, mais nous vous encourageons aussi à rédiger, vous êtes le penholder. Nous vous encourageons à rédiger une résolution qui est sans ambiguïté, une résolution qui montre les sanctions contre le Rwanda, le pays agresseur. Ça, c'est la première des choses. On parle aux Français, on parle à l'ambassadeur du Royaume-Uni, on parle aux Américains, parce que ce sont les grands qui ont la voix, qui ont leur voix, qui peuvent avoir leur voix entendue au sein du Conseil de sécurité. Alors, s'ils n'écoutent pas justement, peut-être tantôt de ne pas utiliser le verbe encourager, forçons la main. Disons par exemple, on peut dire aux États-Unis, écoutez, maintenant les choses ont changé. Aussi longtemps que vous avez l'ambassade à Kigali, votre ambassade ici devrait fermer peut-être. Pourquoi pas? Parce que là, on ne sait pas. Existe-t-il des remparts entre le flux de renseignements Kigali, États-Unis et États-Unis, Kinshasa? Aussi longtemps qu'un pays a les ambassades dans deux pays qui s'opposent, et à notre avis, à nos jours, on voit très bien que ces pays-là ne condamnent pas assez le Rwanda. Est-ce qu'on peut être sûr qu'ils ne prennent pas nos renseignements ici et qu'ils les partagent avec le Rwanda? Et comme les ambassades sont les places où le renseignement est collecté, de temps en temps traité peut-être, je ne sais pas, mais est-ce que il n'est pas temps de dire, voilà, écoutez, si vous collaborez avec le Rwanda, vous collaborez contre nous, vous travaillez contre nous. Est-ce que ce n'est pas le grand moment justement
de créer une diplomatie que moi j'appelle radicale. C'est-à-dire une diplomatie qui va contre les règles de la diplomatie que nous connaissons habituellement. Dire par exemple, écoutez, vous ne pouvez pas avoir l'ambassade à Kigali, avoir l'ambassade ici. Vous choisissez soit nous, soit vous choisissez Kigali. Voilà, et les gens doivent s'exécuter. Le peuple congolais doit se faire respecter. Voilà, la France, vous avez l'ambassade à Kigali? Oui, alors quittez de chez nous, partez. Allez au Royaume-Uni, dites, le Royaume-Uni, est-ce que vous avez l'ambassade à Kigali? Oui, alors restez à Kigali, choisissez entre Kigali ou Kinshasa. Vous dites aux États-Unis, est-ce que vous avez votre ambassade encore opérationnelle à Kigali? Oui, oh, et encore. Faites votre choix, clair. Faites un choix clair entre nous ou Kigali. Est-ce que ce n'est pas le grand temps pour faire ce genre, prendre ce genre de décision? Est-ce que nous devons encore rester dans les normes habituelles? Alors que nous sommes confrontés à un mec, à un gars, à un monsieur, je ne sais même pas si on peut dire un monsieur, à quelqu'un qui ne respecte pas les normes. C'est-à-dire les normes, le droit international, l'intégralité territoriale. Ce sont les principes auxquels Kagame n'adhère plus, n'adhère jamais. Mais vous continuez à adhérer à ces normes. Alors, ça veut dire quoi? C'est comme si vous étiez sur le terrain de football et que l'arbitre étant là pour justement faire respecter les règles du jeu, mais qu'une équipe est autorisée à ne pas respecter le jeu. C'est-à-dire que, voilà, il joue avec les bras, voilà, quelqu'un qui va tirer au but, il va prendre le ballon avec ses mains, il court, il dépose la balle dans les filets, et voilà, vous acclamez, voilà, goal, il a gagné. Donc, si l'arbitre ne siffle pas contre l'adversaire qui a fait une faute, qui n'a pas respecté les règles du jeu, et vous allez rester les mains croisées, disant voilà, nous sommes des gentils, nous respectons les jeux, nous respectons les règles du jeu, mais quand à la fin l'arbitre siffle que vous avez perdu, bah bien sûr tout le monde va croire que vous avez perdu. Vous n'allez pas dire non mais vous avez vu, bon, vous avez vu quoi? L'arbitre a sifflé que vous avez perdu, donc vous avez perdu. C'est-à-dire que si l'arbitre tarde à siffler, vous ne devez pas attendre trop longtemps avant la fin du match pour être déclaré vaincu. Non, il faut faire quelque chose pendant les 90 minutes avant que le jeu ne finisse. Comme ça, vous savez que vous devez faire quelque chose, sinon vous serez déclaré vaincu. Voilà, chers amis, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Peut-être que nous allons essayer de nous entretenir en français souvent, surtout parce que le temps est grave. Si Goma tombe, on se demande justement combien de temps Bukavu va résister. Si Goma tombe, tout le monde va douter de la capacité de Félix Tshisekedi à diriger ce grand pays. Si Goma tombe et que le Rwanda n'est infligé, Goma tombe et que le Rwanda n'a subi de perte, alors peut-être qu'il est grand temps de repenser à nos dirigeants. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette émission en grande quantité. Bonne journée, au revoir.